Dans cet épisode, nous allons vivre un premier tour de légende de la part de Jackie X, et ce n'est pas au Mans. Nous vivrons également un moment absolument effrayant pour Lucien Bianchi à bord de notre cher 1075. Enfin, nous verrons comment ce châssis Ford GT40 numéro 1075 triomphera pour la première fois aux 24 heures du Mans 1968. Mais revenons tout d'abord sur la transition entre le modèle Mirage M1 de la saison 1967 et la Ford GT40 de 1968 que j'avais commencé à aborder dans la dernière vidéo. John Wyer fait le pari que la CSI, la Commission Sportive Internationale, l'organisme qui régit le sport pour la FIA, sera très large dans ses homologations accordées aux véhicules disputant la saison 1968. Et c'est pour cette raison qu'il se lance dans le rétrofit de ses Mirage M1 en Ford GT40 Mark I. Autrement dit, des Ford GT40 qui vont ressembler à peu près à celles de la saison 1965. Je ne vais pas me lancer dans un inventaire des numéros de châssis des Mirage M1 qui redeviennent des GT40. Les sources sont un peu divergentes sur le net, tout le monde n'est pas d'accord. Mais ce qui semble à peu près certain, c'est que 2 des châssis Mirage sont transformés en GT40. Quant à 1075, il s'agit d'un châssis neuf pour la saison 1968, mais construit sur les spécifications des châssis Mirage de la saison précédente. Comme je l'ai dit, donc, les carrosseries des GT40 de Gulf en 68 reviennent à la carrosserie de 1965. Enfin presque. Parce que, ouais, il faut loger des Firestone qui n'ont rien à voir avec ceux de 1965. Ils sont bien plus larges. Donc, il faut bodybuilder les ailes de la GT40 et elle devient très agressive. Autre tour de passe-passe signé John Wyer, il parvient à faire homologuer sur le V8 de la GT40 la culasse Gurney Westlake qui permet à la fois d'améliorer la performance et la fiabilité. Le combo gagnant. Ça fait jaser évidemment dans les paddocks, mais la CSI pense qu'avec leur surpoids, les sports 5 litres ne seront jamais en mesure d'aller chercher les prototypes 3 litres. Et puis, la présence de ces Ford GT40 conserve tout de même au plateau un peu du glamour de la saison précédente. Donc on laisse faire. Mais là où la CSI se trompe, c'est qu'avec cette culasse Gurney Westlake, les Ford vont développer 410 à 425 chevaux à peu près pour 960 kg à sec. Leurs principales adversaires, ce seront les Porsche 908 3 litres. Elles, certes, elles seront bien plus légères, environ 650 kg, mais elles ne développeront que 350 chevaux au mieux avec leur flat 8. Du côté des pilotes, John Wyer fait dans le lourd. Sur la première des 2 voitures, il associe Jackie X à Brian Runman, nouveau venu dans l'équipe. La seconde GT40 est confiée à David Hobbs et Paul Hawkins. Là aussi, c'est du solide. Bref, du côté de Stuttgart, on va trouver à qui parler. Et cela se vérifie dès les 24 heures de Daytona en janvier, où les 2 GT40 monopolisent la première ligne de la grille. Mais ce qui est encore plus impressionnant, accrochez-vous bien, c'est que Jackie X, avec sa Ford 5 litres, va signer un meilleur chrono que les Ford 7 litres de l'année précédente. La course ne se déroule pas aussi bien. La 8 de X Runman domine le début de course avant que la boîte de vitesse ne les lâche. La 9 prend le relais, mais la boîte lâche également à mi-course. Porsche en profite donc pour refaire la photo mythique de l'année précédente. Les 3 premières voitures franchissent la ligne d'arrivée côte à côte. Mais en lieu et place des 3 Ferrari, on trouve bien évidemment 3 Porsche 907 qui s'accaparent les 3 premières places de la course. Sebring ne va apporter aucun soulagement à John Wyer. Là aussi, les Ford dominent. Mais un tête-à-queue de Haywood et un accrochage de Hawkins interrompent prématurément leurs prestations. Donc Porsche signe à nouveau la victoire et même un doublé avec 2 907 toujours, les 908 ne sont pas encore prêtes. Après les 2 courses américaines, on peut dire que la saison est vraiment mal embarquée pour John Wyer. Mais au retour en Europe, ça s'améliore. À Brands Hatch, John Wyer n'aligne qu'une seule voiture, puisque la seconde est au même moment au Mans pour participer aux essais d'avril. X et Renman disputent donc la course de Brands Hatch sur 1075. Porsche, qui n'aligne toujours que ses 907, est à l'aise sur le petit circuit anglais, mais la Ford GT40 reste collée au peloton des 907. Et à l'orée de la dernière heure, elle prend le dessus sur les voitures allemandes et elle s'impose. Première victoire. Vient ensuite Monza, où les 908 de Porsche débutent enfin.
1075 abandonne en raison d'un échappement défaillant, mais c'est sa petite sœur, 1074, qui prend le relais et qui s'impose en terre italienne. Au Nürburgring, rien ne vaut l'agilité et les prototypes 3 litres y sont à l'aise. Porsche s'impose, évidemment, mais 1075 termine malgré tout troisième. Avec Joe Seifert et Vic Elford, Porsche enregistre sur ses propres terres son premier succès pour sa 908 dès sa deuxième course. Mais la course suivante va se dérouler en Belgique, sur les terres de Jackie X, et là, on va entrer dans un moment légendaire. Sur les terres ardennaises, la magnifique, la somptueuse Ford P68 3 litres, engagée par Alan Mann, est de la partie, et elle signe la pole position. Mais le jour de la course, je vais peut-être vous surprendre, il pleut sur Spa. Ouais, il pleut à Spa. Je sais, c'est peu crédible, mais ce jour-là, il pleut. Ouais, comme l'année précédente, oui. Ouais, comme souvent, ouais. Évidemment, il pleut sur Spa, Jackie X est sur ses terres, il aime la pluie, il va se passer un truc. Et effectivement, dès l'envol, il s'envole. Il oublie littéralement le reste du peloton. Le circuit de Spa est très long, il mesure 14 km, c'est plus que Le Mans. Donc ils font un certain temps pour voir revenir les voitures. Soudain, les spectateurs entendent une voiture arriver, ils voient les gerbes d'eau sur les hauteurs. Une voiture négocie la source, c'est la Ford de Jackie X. La Ford enquille la descente, négocie le rouge, puis le raidillon, remonte vers les hauteurs et file dans un brouillard d'eau vers Burnanville. Derrière, personne. Mais personne de chez personne. Jackie X est tout seul. Il a absolument largué tout le monde. À tel point que dans les tribunes, on pense qu'un accident a scindé le peloton en deux. Mais non, il s'écoule encore quelques secondes avant que Vic Elford sur sa Porsche n'arrive enfin. En fait, en un seul tour, accrochez-vous bien, Jackie X a creusé un écart de plus de 37 secondes. 37, je répète, 37. C'est un gouffre, un abîme sans fond, c'est inimaginable, on n'a jamais vu ça. Et au deuxième tour, il rajoute encore 15 secondes. Après 4 tours, il a porté son avance sur le peloton à 1 minute 30 en 4 tours. Et au 21e tour, Jackie X est tout seul dans le même tour. Il a doublé tout le monde. Tout le monde. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un commentaire de son équipier de l'époque pour décrire la performance de Jackie X. Jackie adorait ce circuit, surtout sur le mouillé. En 22 années de course automobile, je n'ai jamais vu un tour aussi fantastique que le premier tour réalisé par Jackie sur la GT40. Quand il passa à fond devant les stands à l'attaque du deuxième tour, tout le monde pensa qu'il devait y avoir eu un accident ralentissant le reste des concurrents. 39 secondes s'écoulèrent avant que la Porsche 908 de Vic Elford n'apparaisse. Tout cela malgré le talent de Vic sur le mouillé et l'efficacité de la légère 908 dans ces conditions. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, Jackie X est un gentleman et il va se permettre de trouver des excuses à ses adversaires. Partir devant est un véritable avantage dans ces conditions. Les pilotes sont dans le brouillard derrière le leader. Bon, on va nuancer un peu là les propos de Jackie parce que quand on prend une telle avance sur son second, lui-même, le second, se retrouve très très vite avec une visibilité qui est exactement la même que celle du premier. Le brouillard d'eau a le temps de se reposer. Et puis, j'avais participé à une course avec une Mustang juste avant les 1000 km, donc je connaissais l'état de la piste mieux que mes concurrents. Bref, quand on a la classe, on l'a, quoi, tout simplement. Mais revenons sur ce que dit Brian Redman de cette course. La course continuait tout comme la pluie. Alors que je m'étais qualifié dans les mêmes temps que Jackie, John Wyer me demanda, à mon grand soulagement, de maintenir l'écart sans essayer d'égaler les chronos de l'extraterrestre. Nous serons vainqueurs à l'arrivée avec plus d'un tour d'avance sur la Porsche 907 de Mitter et Schlesser. 1075 vient donc de signer un succès absolument retentissant. Mais ne croyez surtout pas que cet exploit signé Jackie X était un cas isolé. Ah non, sûrement pas. Des exemples de la maestria de Jackie au volant, il y en a plusieurs. Mais celui qui a marqué énormément de monde à l'époque ne se situe pas dans le milieu de l'endurance. Non, c'est en F1. Mais bon, faut nuancer un peu. Parce que certes, il s'agissait d'un Grand Prix de F1, mais il se déroulait au Nürburgring. Or, la Nordschleife est un circuit énorme. Son développement de l'époque était bien supérieur aux 22 km, donc
la petite grille des F1 ne garnissait guère le kilométrage du circuit. Et pour donner un peu plus de spectacle, les organisateurs avaient adjoint au F1 les F2. Et sur quelle voiture croyez-vous que Jackie fut? Il était sur une F2, bien entendu, pas sur une F1. Nous sommes là en 1967, et lors des essais qualificatifs avec sa petite F2 de 1600 cm3 face aux 3 litres de la F1, Jackie signe le troisième temps des essais. Troisième temps des essais. Pas des essais F2, des essais mixtes F1, F2. Et vous allez donc croire que ce troisième chrono lui donnait le droit de partir sur la troisième place de la grille. Non. Ben oui, c'est un Grand Prix de F1, donc sur la grille, on place les F1 devant et les F2 derrière. Donc Jackie a devant lui tout le peloton des F1. Au volant de sa petite Matra F2, dont le moteur doit développer environ la moitié de la puissance de celui des moteurs de F1, Jackie X va remonter un à un ses adversaires. Voilà. Il part 18e, n'a devant lui que des F1, et il remonte jusqu'à la 5e place. Au 12e tour de la course qui en compte 15, Jackie est 5e. Performance hallucinante, surtout qu'il est sur le point de revenir à la 4e place. Malheureusement, une suspension s'affaisse, c'est la fin de la course de Jackie X. Mais cette performance a marqué les esprits. Comment pourrait-il en être autrement? Songez qu'à chaque tour, Jackie X mettait 30 secondes à toutes les autres F2. 30 secondes. Et pour trouver trace d'une performance aussi légendaire sur un circuit aussi mythique, parce que même de nos jours, le ring, ça reste une absolue référence, il faut se tourner vers Jackie Stewart et sa performance au Grand Prix de F1 1968, où dans la pluie et le brouillard, il termine avec 4 minutes d'avance sur le second. 4 minutes. Sur n'importe quel circuit, c'est à peu près 2 tours. Au Nürburgring, c'est la moitié. Plus tard, évidemment, Jackie continuera d'étaler sa classe. Citons notamment les 24 heures du Mans 1977 et sa folle nuit dans la 936. On y reviendra peut-être. Et puis, évidemment, sa performance dans la GT40 en 1969. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Pendant que Jackie X et sa Ford GT40 1075 batifolent dans les Ardennes belges, en France, ça remue sévère. Ce sont bien évidemment les événements de mai 68 et cela oblige l'ACO à décaler les 24 heures du Mans. Parce que même si chez Alpine, par exemple, on délocalise les ateliers dans les vergers et qu'on utilise les branches des pommiers pour faire office de palan, on a quand même du mal à préparer les voitures. L'histoire est véridique. Contrairement à l'année 1936, où les mêmes grèves du printemps avaient mis à mal les 24 heures du Mans, la CO n'avait pas été en l'occurrence en mesure de trouver une date de remplacement, un petit peu par la faute des Anglais. Cette fois-ci, au contraire, on trouve un arrangement et les 24 heures sont décalées en septembre. Elles clôtureront ainsi la saison 1968 du championnat du monde d'endurance. Ce décalage à l'automne est un vrai coup de chance pour Porsche. Ça leur permet en effet d'avoir un peu plus de temps pour mettre au point cette 908 qui est quand même encore toute jeune. De même, c'est vraiment pas plus mal pour Alpine parce que la 220, elle n'est pas vraiment prête. Et c'est pas plus mal pour Matra avec la 630. Pas plus mal pour Alfa Romeo qui est une voiture toute neuve. Bref, ça arrange un peu tout le monde, sauf l'équipe JW Automotive dont les GT40 sont déjà éprouvés. En attendant les 24 heures, on se déplace aux USA et sur le Glen, Watkins Glen, Jackie X signe un nouveau succès sur 1075. Mais pas Brian Redman. Pour cette course, Brian Redman ne peut en effet pas être présent. Il s'est fracturé le bras lors du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Pour John Wyer, c'est un coup dur. Il a fallu trouver un remplaçant et c'est Lucien Bianchi qui est venu former un duo 100% belge avec Jackie X. Sauf que, nouveau coup dur pour John Wyer. La veille du pesage, Jackie X se fracture la jambe lors des essais du Grand Prix du Canada de F1. Jackie est évidemment forfait pour le Mans. John Wyer se trouve donc dans l'obligation de trouver un deuxième remplaçant. Et son choix se porte sur Pedro Rodriguez. Pedro Rodriguez, c'est une valeur sûre du Mans. Il est rapide, expérimenté. Il se trouve même que Lucien Bianchi, dans ses souhaits, avait exprimé celui de piloter avec Pedro. Mais de son côté, Pedro lui aussi avait exprimé le souhait de rouler avec Lucien Bianchi. Que voulez-vous donc qu'il arrive au Mans à 1075 avec un équipage pareil?
Pour les 24 heures, JW Automotive aligne une troisième GT40. On n'est jamais trop prudent. Et celle-ci est confiée à Brian Muir et Jackie Oliver. Côté Porsche, ce sont pas moins de 4 908 longues qui sont alignées officiellement, mais 3 907 privés viennent en soutien à l'usine. Ce sont des privés proches de l'usine. Côté Matra, on n'engage qu'une seule 630, mais elle est mue par un V12 dont on dit qu'il dispose de 380 chevaux en version endurance. Même si la Matra est loin d'être aussi légère que les 908, cette puissance est loin d'être négligeable et la course le prouvera. Côté Alpine, avec les A220, on ne peut pas en dire autant. Pourtant annoncé officiellement pour 310 chevaux, on sait aujourd'hui qu'en fait le V8 Gordini en développait que 280. Malgré tout, les A220 vont bien, elles ont un châssis super bien né. Et côté Alfa Romeo, on aligne 3 T33, un moteur V8 3 litres qui commence à démontrer leur très grande valeur. Bref, malgré le massacre de l'intersaison, les 24 heures du Mans 1968 proposent un très beau plateau. Les essais qualificatifs démontrent la domination de Porsche puisque 3 908 longues se placent aux 3 premières places. 1075 se place à la 4e place et juste derrière vient la Matra. Le samedi matin, la pluie s'invite. Elle cesse peu avant le départ, mais on part sur piste mouillée. Chez Porsche et chez Ford, on décide donc de partir en pneus pluie. Et chez Wire, on donne consigne aux pilotes de partir prudemment après s'être bien sanglés à bord. On leur donne également la consigne de veiller à bien fermer la portière, sûrement pour éviter la déconvenue survenue à Ken Miles lors du départ du Mans 66. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le film, Le Mans 66, est fidèle à la réalité. Mais du côté de Willy Mérès, sur la Ford GT40 de Claude Dubois, on est beaucoup moins prudent. Willy part non sanglé. Mais dans les Hunaudières, il perd le contrôle de sa Ford. Il se murmure qu'une portière aurait pu être mal fermée. Possible, on n'en a pas la certitude. Toujours est-il que Willy Mérès est gravement blessé. Et malheureusement, cela mettra un terme à sa carrière. Mais il y a réellement bien pire. Les conséquences physiques de son accident lui briseront le moral et il mettra un terme à ses jours 1 an plus tard. Mais revenons à la course. Les Porsche partent devant et les Ford roulent toutes les 3 groupées derrière. Elles seront les premières à rentrer au stand pour changer de pneumatique puisque la piste s'assèche. Côté Matra, on perd du temps immédiatement. Johnny Servoz-Gavin s'arrête dès la fin du premier tour. L'essuie-glace est en rade, c'est gênant sous la pluie. On va en reparler. En fait, la course va très vite se décanter et la première anicroche se déroule chez Ford. Brian Muir sur la 3e GT40 est parti un peu comme en Grand Prix. Sauf que la piste est encore un peu piégeuse et il se plante dans les tas de sable à la sortie de Mulsanne. Pendant 3 heures, il doit jouer de la pelle et de l'embrayage pour sortir sa Ford de la fâcheuse position où elle se trouve, avec les autres concurrents qui lui passent à râler-miquette. Cette mésaventure, qui n'est vraiment pas une première au Mans, c'est classique d'aller se planter dans les tas de sable, aura toutefois des conséquences très importantes pour l'édition 69. J'en parle dans la prochaine. Bref, Brian met 3 heures à sortir sa GT40 du tas de sable, autant vous dire que sa course est foutue, et tout ça pour rentrer au stand, essuyer le regard noir de John Wyer, qui avait cet art-là du regard noir, parce que l'embrayage est mort, donc la 11 qui était là en appui est déjà hors course. Mais dans le même temps, chez Porsche, c'est un peu la déroute au niveau des Porsche 908. Au moment où la 11 abandonne, 2 sont déjà très attardés. Et au premier tiers de la course, 3 sur les 4 sont hors course. À ce moment-là, seule la numéro 33 est encore en course, mais elle a déjà pris un retard considérable. Les alternateurs et les boîtes de vitesse sont les talons d'Achille de la 908 de 1968. Du côté de Ford et de John Wyer, rien ne se passe de manière très fluide non plus pour la numéro 10. Dès 21h, elle est en panne d'embrayage et elle perd 2 heures au stand. Donc 1075, Lucien Bianchi et Pedro Rodriguez n'ont plus à forcer le rythme. Ils sont aisément en tête. Certes, derrière eux, la Matra de Pescarolo et Servoz-Gavin fait vibrer la foule et sa fibre patriotique. Mais le V12 de la 630 est vorace et il exige de la voiture qu'il passe trop souvent au stand et elle perd du terrain face à la Ford. La Matra doit se contenter de jouer la seconde place avec les Porsche 907 et les Alfa Romeo 33.
La pluie de cette nuit Mancel permet à Henri Pescarolo, privé d'essuie-glace sur sa Matra, d'entrer dans la légende Mancel. Mais c'est une histoire qui est un peu en marge de la nôtre. Car si Pedro et Lucien roulent sans être inquiétés sur le plan sportif, sur le plan personnel, le relais de midi pour Lucien Bianchi va être d'une toute autre teneur. En effet, alors que Lucien est au volant de 1075 et qu'il empile les tours, son frère Mauro reprend enfin le volant de son Alpine A220 après un très long arrêt pour un changement de démarreur. Mais alors que Mauro reprend la piste, il oublie totalement que pendant le changement de démarreur, on a également changé ses plaquettes de frein. Et personne dans le stand n'a pensé à lui dire non plus. Il repart sans pomper pour amorcer ses freins, et lorsqu'il arrive au ouest du Tertre Rouge, son système de freinage n'est pas opérationnel. Dès qu'il plante la pédale de frein, l'Alpine part direct dans les fascines, et c'est l'accident hyper violent. La A220 vient tout juste de repartir des stands. Elle est chargée ras la gueule en essence, et le pire ennemi du pilote de sport auto se déclare alors le feu. L'incendie est très violent parce que l'essence s'est répandue quasiment sur toute la largeur de la piste. Mauro s'en sortira seul, mais il est très sérieusement brûlé au visage et aux mains. À l'époque, pas de slow zone et encore moins de drapeau rouge. La course continue. Henri Pescarolo va alors s'attribuer la panne de la malchance. Il va passer par 2 fois sur les débris d'Alpine. Il y crève à chaque fois et la seconde crevaison provoque un début d'incendie au niveau de la batterie, la Matra est hors course. Pendant que la foule crie son désespoir d'avoir perdu la Matra, Lucien Bianchi, lui, est fou d'inquiétude dans sa Ford. Il a bien vu que la voiture accidentée dans la descente DS du Tertre Rouge, c'était l'Alpine de son frère. Il ignore que Mauro s'est extrait tout seul de la voiture. Il ignore qu'il est vivant. Certes, le stand de John Wyer finira par lui passer un panneau Mauro, ok, mais l'état de son frère ternira quelque peu tout de même le succès de Lucien. Car oui, au bout de ces 24 heures 1968 automnales et pluvieuses, c'est bien 1075 avec Pedro Rodriguez et Lucien Bianchi qui s'imposent sans trembler. La GT40 bleu et orange triomphe avec plus de 5 tours d'avance sur la meilleure des Porsche 907. La seule 908 survivante ira bel et bien au bout et terminera 3e. Derrière suivront les 3 Alpha T33. Avec des moyens de fortune, John Wyer vient de démontrer à Ford, mais également à Porsche, qu'il n'était point besoin de fortune pour s'imposer. Il suffisait de temps, de persévérance et de mise au point. Car, non content de remporter les 24 heures, 1075, ses pilotes et John Wyer viennent d'offrir également le titre mondial à Ford. Et Henry Ford sera se montrer reconnaissant puisqu'il enverra immédiatement un télégramme de félicitations et de remerciements à John Wyer. Mais les Proto 3 litres ont bien démontré durant ces 24 heures 68 qu'ils seront de redoutables adversaires à l'avenir. Et Wyer, Horstman et York en ont bien pris conscience. Du coup, en marge du programme sportif, cela fait déjà plusieurs mois qu'ils préparent la suite. Ils travaillent en effet à la création d'un prototype Mirage 3 litres pour la saison à venir. Est-ce que cela signifie pour autant que 1075 a jeté ses derniers feux? Rien n'est moins sûr. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et là, je vous promets qu'il y aura également des grands moments de légende.